comment j'ai innové, moi? Je supprime les réunions, je supprime le reporting en disant je ne dirai plus rien, moi je suis fainéant. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Un petit patron naïf et paresseux. Moi je suis fainéant, mais c'est incroyable que je peux être fainéant. Moi je suis paresseux, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne lirai jamais vos trucs. Et comme je ne lisais pas, il a fallu que je fasse mon tour d'usine tous les jours pour savoir ce qui se passait. Autrement, je n'aurais pas été au courant. Et c'est comme ça que j'ai laissé des chances au hasard. Par hasard, j'ai vu plein de choses stupides. J'ai vu qu'un ouvrier attendait 10 minutes à la porte du magasin pour une paire de gants à 6 francs, alors qu'il était sur une machine à 10 francs la minute. Ça faisait 100 balles la paire de gants à 6 francs. J'ai dit, il faut arrêter, quoi. Sans compter le prix de salaire du magasinier. Alors j'ai fait abattre le mur du magasin, carrément, dans la foulée. Alors les cadres m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai dit, attends, on est devenu con, quoi. Mais comment on va faire? J'ai dit, touchez pas à ça. Laissez faire les gens. Puis les ouvriers me disent, comment on fait? Je ne sais pas, démerdez-vous. Alors, démerdez-vous, pour moi, c'est le mot majeur du management auquel je crois. Un ouvrier heureux, ça fait 5 points de cash flow en plus sans rien faire. Un ouvrier malheureux, c'est 5 points de cash flow en moins. Il y a 10 points de cash flow qui dorment là. Et un contremaître maladroit ou un cadre maladroit, ça peut vous rendre 10, 100 ouvriers malheureux. Ça coûte une fortune. Le mec, il faut le payer à rien foutre. Ça coûterait beaucoup moins cher. Et là, je reprends un de ces gars-là, un certain Jean-Luc, qui était au BE, qui venait de la fabrication, et je lui dis, tu vas être le commercial, mais tu vas tout faire. Tu vas prospecter, tu feras les gammes, tu fixeras tes propres objectifs. Tu me le dis si tu as envie, si tu n'as pas envie, tu te démerdes. Tu achèteras les machines, tu négocieras les prix des machines, tu achèteras les produits, tu fais tout. C'est-à-dire que dès le premier contact avec le client, tu peux t'imaginer le process. Si tu as besoin, tu vas au BE. Si tu n'as pas besoin, tu te débrouilles. Tu vois ça avec les ouvriers. J'exige que ce soit les ouvriers qui vont travailler sur les machines, qui réceptionnent les machines, que ce soit dans le monde. Des choses comme ça. D'accord? Et puis c'est eux qui, spontanément, petit à petit, sont descendus dans les usines. C'est pas moi qui ai décidé. C'est les commerciaux qui ont décidé d'être au milieu des machines. Et c'est la force de Favy, ça. La grande révolution, c'est que, peut-être au bout d'une semaine, il me dit, monsieur Sobry, on bougerait la machine, là. On mettrait une goulotte, on pourrait faire 4 pièces de plus à l'heure. En 83. En 83, les ouvriers ont compris qu'il fallait faire plus. Ils m'ont pas dit, on va gagner 5%. 4 pièces de plus à l'heure. Et pour moi, je me suis dit, mais ils ont tout compris. Mais c'est eux qui m'ont appris. C'est qu'après, j'ai compris les trucs japonais. Les japonais, ça arrive en 90, ça. C'est pas en 83. Être dans le présent. Chercher les signaux faibles. Pousser les ouvriers à chercher. Mais les autres aussi. Alors, ça donne quoi au jour d'aujourd'hui? Il y a 13 mini-usines, une par client, ou 2 quand c'est un gros client, Volkswagen Wolfsburg, Volkswagen Kassel, d'accord? Ou un marché, les compteurs d'eau, les pièces sanitaires, les moteurs électriques, donc on a une usine moteur électrique. On a trouvé un alliage qui tue les bactéries, donc on a une usine qui affecte à ça. Alors ce qui est assez curieux comme truc, c'est que n'ayant pas de stratégie, on a fini par avoir une méchante stratégie, quoi. Chez Favy, personne n'a de prime individuelle, mais on a tous la même prime. Et c'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Le patron a la même prime que l'ouvrier, qu'un commercial, etc. On prend 7% du cash flow qu'on se partage à stricte égalité. Les bonnes années, les ouvriers ont jusqu'à 18 mois de salaire avec ça. D'accord ? Et quand il a dit aux ouvriers, nommez un leader, ils ont dit, et si on était leader à tour de rôle tous les 15 jours? Et tous les 15 jours, le seul pouvoir qu'il y a tourne. Et ils ont remarqué qu'il y a 40 à 50%, selon les usines, de gens qui veulent être leaders. Ben c'est bien, c'est pas la peine de forcer les gens, laissons faire les choses, laissons les choses s'équilibrer. Alors, quels sont les éléments de cohérence? Alors ça, c'est vraiment important. On ne peut pas aller vers la confiance. Prendre de la confiance, et quand on commence, on ne peut pas arrêter. Et il faut aller jusqu'au bout. Tous les 2 ans, on envoie des ouvriers au Japon. On les amène au MIDES, qui voient, quand le MIDES, l'exposition de la sous-traitance, quand ils ont vu arriver les premiers stands jaunes, et puis qu'on voit que les stands jaunes, maintenant c'est la moitié du MIDES, ils savent ce que c'est que le monde. Ils voient que le monde évolue, ils voient qu'il faut se remettre en cause en permanence. Alors l'ouvrier qui reste dans sa fonderie en permanence, qui n'en sort jamais, il ne peut pas savoir que le péri jaune a... Là, ils se rendent compte concrètement. Et puis un ouvrier, c'est pas gêné de prendre une pièce de concurrence. Et la regardant en étant, non putain, comment ils font? C'est pas gêné de le faire. Quand il va visiter une usine au Japon, il se met à 4 pattes en dessous pour comprendre, lui. Parce qu'il sait ce que c'est qu'une machine, il sait qu'on sont les points faibles. Donc la formation. Des ouvriers, pas des congrès pour les cadres. Bien sûr qu'il faut former les cadres. Bien sûr qu'il faut des ingénieurs. Au bureau d'études, au commercial. La seule force de l'Occident, c'est le savoir de nos ouvriers. C'est le savoir de chacun. Il faut le libérer. Il faut libérer ce savoir. Il y a un savoir colossal dans nos usines, dans nos bureaux, partout. Il faut le libérer. Et on peut le libérer que par le bonheur. On peut le libérer qu'en supprimant les contraintes que la structure a auto-générées pour se protéger elle-même. Et il y a des savoirs dans la structure. Pourquoi on fait des moteurs électriques? Parce que mon chef de fonderie qui s'emmerdait,
Quand j'ai sorti toutes les machines, parce qu'après j'ai multiplié ce truc-là, il me dit qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis Claude, 25 ans d'expérience en fonderie, il y a un truc impossible à faire. Crédit limité, faites-le, il est arrivé. On a un monopole mondial sur certains moteurs électriques. Il y a un savoir colossal dans nos usines.